sur, on le répète, un premier film, parce que c'est le premier film d'Andrea, ce qui est assez énorme, enfin moi je trouve, mais c'est que c'était pas ce qu'on attendait. En fait, voilà, quand on dit Escobar, on attend tac, 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 mais en fait on l'a déjà vu plein de fois ça, et on attendait autre chose. Et l'autre écueil qu'évite Andrea, je trouve, enfin moi j'avais pas lu le scénar, en fait j'ai découvert le film, et j'ai pris une petite tarte, et ce qui est super, c'est que c'est pas non plus un biopic, c'est la première question que j'ai posée à Andrea en sortant de la projection, et Andrea m'a répondu, bah ouais, c'est pas un biopic, mais par contre tout ce que... Et c'est pas une histoire vraie, c'est un mélange de plusieurs histoires vraies. Mais par contre, tout ce que tu vois sur Escobar à l'écran, c'est vrai. Les dinosaures dans la maison, c'est vrai. Enfin voilà. Il s'est ultra documenté, mais je vais le dire vulgairement, mais je vais le dire, mais c'est pas chiant comme un biopic en fait. Voilà. La scène de la maison des poupées, j'ai rencontré un agent FBI à Los Angeles, et il m'a donné tous les enregistrements de la vraie voix de Pablo, et dans un enregistrement, il avait Pablo qui parlait avec sa femme au téléphone, et dit « Oui, alors, c'est fait pour dimanche, ma mère vient à l'hacienda, elle va faire des croquetas. Alors, il faut que bientôt, comme ça, elle tente de les préparer, parce que la dernière fois, elle ne sait pas, et tout d'un coup, il parle des croquetas, et on entend derrière « Ah !» Et lui, il se retourne, et il dit « Cállalo !» Et après, l'homme a crié, il retourne au téléphone, il continue à parler de sa femme, qu'est-ce qui se passe là? Non, non, t'inquiète pas, c'était un fou. Et il continue à parler de la croqueta, c'est là. Dans le sens qu'il était quelqu'un qui était capable de parler avec sa famille, et pendant derrière, il torturait les gens. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est horrible, mais dans un point de vue narratif, c'était pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il était capable de tout gérer en même temps. Et moi, je voulais mettre mon personnage dans une situation, comment tu fais à dire à quelqu'un qui doit mourir pendant que tu es avec ta fille, à dire une histoire, tu as une communication, tu dois dire tout de suite. Et c'était même ça son modus operandi, il disait à les gens, tu dois mourir. Et souvent, les gens acceptaient. La violence, c'est quelque chose qu'on voit les gens tirer, et on voit après les corps allongés par terre. De ce moment qu'on voit la violence, quand le protagoniste tire sur Drago. C'est les gens, les protagonistes qui s'aiment ensemble. Pour dire justement, moi, ce qui m'a j'interromps, mais c'est son film. Quand je dis j'interromps, c'est j'en suis extrêmement fier parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir fait exister ce film, après en dehors même, j'espère que ça vous a plu, mais la démarche de faire exister ce film-là, lui, c'est un scénario que beaucoup de gens ont voulu racheter en disant t'as trouvé quelque chose, une clé. C'est un vrai film d'auteur, c'est au sens où c'est son film. Benicio, il est venu parce qu'il a lu le scénario, ça lui a plu, il a dit je veux rencontrer Andrea. Et après une session de lecture très longue, il a dit je vais le faire. On l'a revu après, ils se sont échangés beaucoup, il a pris ses 30 kilos. Il s'est dit souvent qu'il ne s'est pas trop forcé pour prendre les 30 kilos. Mais il y avait, je pense, un enthousiasme au fait de faire, entre guillemets, ça semble prétentieux, mais un vrai film. C'est-à-dire que quand je dis les codes de l'efficacité aujourd'hui, nous on voulait faire abstraction du fait qu'on était en train de faire je ne voulais pas faire un film de genre. Ça ne m'intéressait pas, non pas que j'aime pas les films de genre, j'aime beaucoup, et puis je peux aller voir les films popcorn et adorer. Mais pour moi, le point d'entrée du film, il est pas les enfants de 15, enfin les ados de 15 ans, il n'est pas les adultes de 45, il est a priori à peu près tout le monde. Toute proportion gardée, hein. Franchement, je ne veux pas faire d'association directe, mais quand le producteur du Parrain voyait les rushs du Parrain pour la première fois, il disait c'est quoi ce film où il n'arrête pas de manger de la pâte, il passe son temps à bouffer, il tue personne. Bon, voilà, la construction de l'intérêt autour du personnage, du danger autour du personnage, du risque, c'est vrai que la violence, elle est très souvent là, la pression, elle est peu souvent à l'écran. On a essayé d'éviter la facilité. C'est-à-dire que même dans la structure, la structure en soi, c'était un pari. Est-ce que oui, les spectateurs, les 3 premières minutes, ils sont d'accord pour donner un peu de crédit, mais t'as intérêt à bien les servir après quand même. Il y a plein de règles qui font que normalement, quand on fait un film de cette taille-là, il ne meurt pas à la fin. On a une chronologie pour ne pas être trop perdu, etc., etc. Moi, je pense que si on avait fait ça à l'arrivée, on aurait eu de l'eau tiède. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, au début, disaient je veux qu'on veut la série Entourage, Vincent Chase. Vous voulez vraiment éviter d'avoir quelque chose qui, in fine, donne l'impression d'être
super produit, avec en guest star Pablo Escobar. En soi, le film il est censé marcher en dehors du fait qu'il a de l'aura, il est censé marcher, même si on ne sait pas qui était Pablo et qu'on a le même degré d'information que Nick. C'est-à-dire que quelqu'un voilà, qui apprécie le film, pas parce qu'il est venu voir un film sur la drogue. Et inversement, je pense que quelqu'un qui est venu peut-être le voir pour d'autres raisons, pensant en voir un film qui est un biopic, ne va pas sortir déçu. Parce qu'il y a un vrai film, quoi, une vraie histoire. Mais bon, je suis un peu de parti pris, mais... Non, pas moi. Je suis hyper objectif. La prison c'est un février de Pablo Escobar qui allait en prison et s'est construit une prison pour lui-même. Il a fait un deal avec les gouvernements et s'est donné en prison lui-même. Mais c'est en fait la fin de son pouvoir parce que la prison après l'a mené à sa descente. Mais c'est vrai que quand il allait en prison, il a eu ce moment qu'il savait que tout le monde, parce qu'il était en guerre avec les Américains, les Colombiens, entraînés par les Américains. Il avait 3 avions sous Medellín qu'il essayait de prendre sa voie pour le retracer. Il était contre les cartels de Cali, contre Los Pepes qui s'étaient en armée, des gens qui se battaient, des parents tués par Pablo Escobar, Los Pepes. Il était entouré. Et alors c'était son meilleur moyen de s'échapper, c'est d'aller en prison. Et ce moment-là, quand il allait en prison, il a caché tout son argent. Il savait qu'il allait être pris par tous ses ennemis. Et c'est là qu'il a eu cet énorme... Il a fait pour toi une année avant d'aller en prison, il a caché tous ces... Mais moi, je pense que c'est pas mal, monsieur, c'était la thématique. On va aussi le dire. Tu avais le mythe d'Icare en tête, beaucoup. Du quoi? Le mythe d'Icaron. Ah oui. Peut-être en référence, et que vouloir se libérer de son destin, vouloir se libérer de... Même le chemin de Nick, c'est-à-dire qu'il commence le film, il est là à la recherche d'un absolu en Colombie. Il y avait la thématique voilà, effectivement, du choix moral, et à un moment être emprisonné par ses choix et emprisonné par son destin. C'est-à-dire que quand le personnage réalise enfin ce qu'il est arrivé, ce qui était un grand débat, et j'espère qu'en termes de construction du scénario, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour croire qu'encore une fois, il soit aveuglé à ce point-là, et par Escobar, et par l'amour, pour se rendre compte, entre guillemets, aussi tard, de... Je pense que c'est toute la... Une des raisons qui fait d'ailleurs qu'on ne pouvait pas avoir plus le côté maléfique d'Escobar trop tôt, parce que sinon on aurait un problème d'avance sur le personnage. Mais oui, il y a explorer ça, ces choix-là, qui fait quand on n'a plus de choix, justement. Donc Escobar, il est confronté à son propre destin. Et il y avait dans des versions, non pas antérieures de scénario, mais il y a le mythe de Zimandias. Il y a beaucoup de choses qui sont venues nourrir les backstories des personnages et leur trajectoire, qui sont de l'ordre du destin. Donc, je ne sais pas si ça fait écho avec votre question sur la prison, mais en tout cas, le destin est une des grosses thématiques. Voilà, la fatalité, le destin est une des grosses thématiques. Et quand on parle de tragédie grecque, par écho, ça fait, je pense, la réponse à votre question sur les différents niveaux d'emprisonnement que les personnages peuvent avoir. Oui, il y a... Moi, je trouvais toujours fascinant que les parents se considèrent un film sur la mafia, quand c'est vraiment une histoire de famille et cette narration entre les côtés un peu mélo des rapports de famille, d'un père qui part avec son fils, sur qu'est-ce que c'est la bonne chose à faire, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, des questions totalement universelles. Et après, les gens que le public aime beaucoup sont aussi des tueurs, mais tout le monde s'en fout de ça. Le personnage de Vito Corleone, c'est considéré les grands-pères pour beaucoup de gens, c'est vraiment les grands-pères idéaux. Après, j'ai toujours aimé certains films, certains réalisateurs que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est un film que L'Ange ivre de Kurosawa, que j'avais toujours aimé le personnage du protagoniste, tout le cinéma italien. Scorsese, Coppola, mais c'est toute une inspiration. Mais
c'est un film... c'est un film... moi, j'avais des inspirations pas particulièrement dans des films de crime, mais les films de cinéma en général que j'aime, c'est du cinéma qui s'est tourné dehors, sous un ciel plutôt qu'à l'intérieur. J'aime bien les cinémas japonais, Kurosawa, dans la nature. J'interromps le dernier film, on a eu des problèmes en 35, parce qu'on est film en 35. Ouais. Et on tournait donc au Panama, et on devait donc renvoyer la pellicule, et la pellicule, à l'époque, il n'y avait pas de vol direct, maintenant il y a des vols directs, mais il n'y avait pas de vol direct Panama-Paris, donc ça passait par Amsterdam. Donc à un moment, les douaniers, ils voient une caisse, 2 caisses, 3 caisses arriver, ils disent c'est quoi cette histoire? Et ils ouvrent, c'est vrai, hein, ils ont ouvert la pellicule, mais ils n'ont pas respecté la procédure. Normalement, ça doit s'ouvrir dans une chambre noire, etc. et palper, etc. Ils n'ont pas du tout fait comme ça, ils ont ouvert, ils ont voilé une bobine entière de pellicule. Heureusement, on est tombé sur des choses qui n'étaient pas vitales, même si on avait refait un petit peu de choses. Mais oui, dans les choix de références de cinéma, après, je parle de moi, ma lecture, on n'était pas à proprement parler dans un film sur la mafia, effectivement criminelle, mais on avait, les films qui m'ont marqué, y compris les films dont on vous parlait, ça n'a rien à voir avec Scarface, de la musique, etc., mais il y a toujours un personnage avec lequel on peut être, même les horreurs en empathie. On parle de Scarface, c'est l'histoire absolue de la corruption, même s'il sort de prison. Il arrive, il est d'une certaine façon, il a envie d'une nouvelle vie pure, et puis le destin le rattrape, et on a ce moment où il est dans la voiture, il a le choix, il veut pas les tuer, la femme et les enfants, c'est sa limite. Il dépasse la limite, là le personnage il est déjà mort. Une fois qu'il a dépassé sa limite de compas interne moral, il n'y a plus vraiment d'intérêt à vivre même. Et ça, le parrain, je pense qu'on avait aussi cette forme-là. C'est-à-dire Michael Corleone, et au début il est officier, il a choisi de vivre en dehors de ce destin-là, il a un choix de pureté. Et pour des raisons d'amour, c'est parce qu'il aime son père qu'il rejoint la mafia. Il n'a pas du tout prévu le faire, et on veut le tuer son père, etc. Donc les ressorts humains qu'on explorait, je trouve, dans le film, ils sont intéressants parce qu'ils dépassent justement le cadre de juste le film criminel type. Et même un chose qui n'a rien à voir, mais un film comme Gomorrah, c'est intéressant parce que on démystifie justement les caricatures de la mafia et les caricatures du chef tout-puissant et de l'alpha mâle ou de l'alpha méchant, quoi. Et en même temps, on avait envie d'avoir j'ai l'impression d'avoir accompagné Andrea dans une aventure qui faisait qu'on avait aussi envie de faire un film le plus divertissant possible. Tout en disant on ne fait pas de compromis sur tes références cinéma, en disant on ne doit jamais être chiant. Je prends l'exemple, mais on n'avait vraiment pas envie d'être chiant. Mais ça ne veut pas dire mettre la musique la plus bourrine possible dessus. C'est-à-dire qu'il a fait faire à Max Richter, j'ai jamais vu autant de maquettes de ça de ma vie, tellement il avait une idée précise de ce qu'il voulait, mais avec le souci des spectateurs de A à Z. Donc je pense qu'on peut mélanger des références. Tu m'avais pas dit Kurosawa, peut-être que j'aurais pas fait le film, mais parce que ça peut faire flipper. Ça peut faire un peu chiant. Ouais, sur le non, mais c'est pas ça, c'est que c'est un choix aujourd'hui de faire du cinéma sans répondre à ce qui semble être les canons objectifs du sujet qu'on va gérer. En même temps, c'est la question la plus dure parce que quand on me dit ouais, c'est quoi les films de référence, si tu joues le petit bras, on dit ouais, le mec il avait zéro ambition. Et si tu joues les trucs que t'aimes vraiment, ça raconte un peu. Non, on a comme film concurrent, je veux dire, c'est intéressant. Quand on regarde ce que Nolan fait au cinéma, il n'a pas peur d'être très très ambitieux sur ces thématiques, tout en se disant je vais divertir le spectateur de A à Z. Il se trouve qu'il sort le même jour que nous, ça sera très difficile de se dire quel film vous allez voir mercredi. Non mais je vous dis ça, il y a plein de gens aujourd'hui qui font du cinéma en se disant on n'a pas à choisir entre le grand divertissement et le fait de faire un film dont on est fier à l'arrivée. C'est plus difficile de s'en affranchir quand c'est son premier film, et a fortiori quand on est sur un sujet de cette nature-là. Les Sopranos, ça n'a jamais été une... Les Sopranos, c'est fantastique. Bah parce que c'est vraiment mais David Shea, les Sopranos, c'est un exemple typique. Si on veut regarder aujourd'hui dans les grandes œuvres cinématographiques, les Sopranos, The Wire, c'est à contre-pied total de ce qu'on peut attendre d'une série. Les Sopranos, quand on a comme héros justement l'homme de famille, il y a des choses fantastiques là-dedans. Je ne sais pas si ça lui a servi d'inspiration, mais pour moi, c'était intéressant de voir que justement, il n'y a pas besoin d'empiler les scènes de fusillade. Dans les Sopranos, somme toute, il y a assez peu de violence explicite. Après, derrière, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre qui il était et l'ensemble. Donc là, à titre personnel, ce que la télé américaine et ce que HBO et Showtime font, c'est fantastique.
c'était aussi sa vision de A à Z, c'est-à-dire qu'il a porté le film pendant 5 ans, ça fait 5 ans et demi maintenant. Oui, oui. Avant c'est une vision de quelqu'un qui a avant tout une histoire en tête, et je pense que la facilité, encore une fois, ça aurait été de se dire on va faire ce que tout le monde attend d'Escobar, amener un peu de richesse, mais ce que tout le monde attend d'Escobar, mais je pense que fatalement tout le monde aura été déçu. Le Rise and Fall de Pablo Escobar, je ne sais pas aujourd'hui quel est le film, c'est un produit peut-être, mais je ne sais pas si c'est un film. Oh non, je dois dire que je suis fasciné. Ça me touche beaucoup quand je vois mes acteurs qui expriment quelque chose, que ça dépasse, ça devient. Mais la scène de la chambre de lit, là, Benicio, il a trouvé des mouvements avec les pieds, quand il se fait stretching avec du pied, que moi, chaque fois que je regarde, je pense bravo, ragazzo. Moi, les scènes préférées, j'en ai 3, facile, voire 4, voire 5. Quand il est dans la maison de poupée et qu'il dit je suis en train de te répondre, ici que l'île de la jungle. Elle est tellement surréaliste cette scène que j'aime beaucoup la toute fin. L'ensemble, après c'est compliqué de choisir. Quand je dis qu'on n'a plus de parti pris, c'est qu'on a tourné 14 semaines en disant voilà, on va essayer de faire vraiment le meilleur film possible. On a monté très longtemps aussi, avec comme souci voilà, de faire le moins de compromis possible, voire pas de compromis du tout, mais des choix, des vrais choix de A à Z. Voilà, la scène d'ouverture où il est juste en train de se malaxer le ventre, si tu veux, et on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. C'est une sorte de monstre taureau. Je peux la regarder en boucle, si tu veux. Ça fait partie des films où, je ne devrais pas dire ça devant le metteur en scène, mais je peux le regarder en kit avec le même plaisir que de le regarder de A à Z. Il y a beaucoup de scènes où je me dis, effectivement, quand toi tu parles du pied, mais quand il prend juste le stylo, qui était une inspiration de Benicio, il fait... Tu sais qu'il a tué 2 personnes juste en écrivant sur sa main. On a, je ne sais pas si c'était le cas ce soir, on a eu des moments où les gens ont ri aussi. C'est-à-dire que quand il arrive et qu'il arrive avec la caméra pour les filmer, quand on a ce type-là d'engagement et de réaction, je pense que parce que voilà, on est vraiment dedans. Moi, voilà, je trouve le petit Martin fantastique, qui s'est cassé l'épaule durant le tournage, à la fin du tournage. Après, au-delà même de la... Maintenant, j'ai l'impression que si tu veux, dans le film, il existe la possibilité, encore une fois très modestement, par la façon dont il a fait, la sincérité avec laquelle il a été fait, le fait que quand je dis il dépassera le produit, dans 10 ou 20 ans, si tu veux, tu ne diras pas il est daté. En dehors de ce qui sera encore là, est-ce que... Moi j'espère qu'il sera encore là, moi c'est mon sentiment, en tout cas je le ressortirai, je le regarderai, mais il y a des vrais choix de cinéma qui n'étaient pas forcément de faire un film comme si on avait tourné dans les années 80, mais que ce soit voilà, des vrais choix de cinéma pour être relativement intemporel, le choix du format, le 35, les références cinématographiques. Même il y a une chose à dire, moi j'étais acteur avec les rêves de faire réalisateur, j'étais quelqu'un qui allait au cinéma 4 fois par semaine à regarder tous les types de films, surtout des films. Depuis que j'habite à Paris, vous avez des cinémas magnifiques ici, on va voir les vieux films. Mais c'est facile de parler des problèmes du cinéma contemporain, mais moi, mon histoire de comment ce film s'est démarré, c'est une belle histoire du cinéma, parce que je vous garantis que seulement en France, aujourd'hui, c'est possible qu'un premier réalisateur ait fait un film avec ce budget-là, avec cette liberté que j'ai eue, avec un producteur que je devais tourner 57 jours plus 5 équipes réduites. On a eu 3 semaines de pluie et un financier 64 jours. Dans le sens que c'est bien de parler quand il y a des problèmes dans le cinéma, mais ça c'est l'opposé. Ça c'est une belle histoire de cinéma. Il y a encore espoir comme moi, que je suis sûr qu'il y a plein de beaux... Moi j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a plein de jeunes scénaristes et réalisateurs qui écrivent des scénarios magnifiques et ils ne trouvent pas la production pour les suivre. Et je trouve que ça, cette histoire, ça peut donner beaucoup